Bon, allez. Euh, suite de la gestion énergétique et de l'illusion de l'action partie 2. Donc je souhaitais aller sur quelque chose de concret. Euh, donc je vais me prendre comme exemple et vous expliquer un petit peu comment ça peut se gérer, parce qu'on a tous à le faire individuellement. C'est-à-dire on a à prendre conscience de nos mécanismes et à les observer dans l'erreur. Donc je reviens sur la petite chose dans les mystères dévoilés, qui serait, à mon sens, la seule phrase à retenir du bouquin. Bon, il y en a certainement d'autres, hein, mais bon, il y a des aspects du bouquin que je vous recommande pas, franchement, parce que les trucs genre canaliser, tout ça, moi je suis pas très très fan. Donc rétablir l'équilibre dans l'univers et donner une compréhension du mauvais usage que l'humain fait de l'énergie. Euh, donc, en l'occurrence, depuis longtemps j'ai des prises de conscience et donc j'ai compris que c'était l'observation qui permettait la transformation. Donc je me juge encore, hein. Je me juge encore, hein. Normalement dans l'observation on est censé plus juger, plus dire ce que je fais c'est pas bien, ou ce que je fais c'est bien, etc. On observe, les choses elles sont comme elles sont. C'est difficile de ne pas se jeter la pierre. On va plus facilement dans le fait de se jeter la pierre, de se dire je fais pas ce que je devrais faire, voilà, il faudrait que je progresse, il faudrait que je fasse pas. On se fustige constamment, c'est très tentant. Voilà. Parce qu'on est conditionné à faire ça. Bon. Ça aussi, ça peut s'observer. Donc, ça fait une quinzaine d'années. Alors, je rentre dans la prise de conscience, je vous la fais partager, et l'observation de ça. Ça fait même une vingtaine d'années que j'ai eu des prises de conscience. Je vous dirais même grâce à qui, s'il écrit des bouquins, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai suivi ses cours à la fac. Il s'appelle Marc Menou. C'est la première personne, un prof de fac, qui m'a fait prendre conscience que nos croyances n'ont rien à voir avec la réalité. Voilà. Et donc je me suis pris des grosses claques parce que déjà j'avais de fortes croyances et il m'en a mis pas mal par terre. Donc j'ai commencé à me dire ah bon, on ne peut pas se faire confiance à soi-même, c'est un petit peu gênant quand même ça. Donc je suis rentrée dans une espèce de scepticisme par rapport à ce que je pensais être vrai et dans une ouverture au scepticisme. Donc après, en découvrant d'autres penseurs, j'ai aussi découvert que d'autres de mes croyances étaient fausses aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont cassées la figure. Et j'ai encore des croyances qui auraient besoin de se casser la figure. Maintenant, j'en ai encore que je considère. Alors, je considère pas mes croyances actuelles comme vraies. J'attends de voir quand est-ce qu'elles vont se casser la figure maintenant. Parce que je sais qu'elles vont le faire. Voilà. Euh, donc, euh, donc c'est ça paraît inconfortable, mais c'est en fait très confortable. J'ai des gens en consultation qui me disent, mais enfin, mais vous croyez en rien, mais vous croyez en rien, comment vous pouvez vivre, quoi. Eh bien, je vis très bien. C'est super, super génial de croire en rien. En même temps, j'ai encore des croyances, mais je sais que si ça se trouve, c'est que je suis complètement à l'ouest, quoi. Donc ça me pose pas de problème. Bon. Les croyances que j'ai encore, je les utilise comme base conceptuelle, archétypale, pour observer, pour prendre conscience des mécanismes et les observer. C'est des bases de travail en fait. Comment on appelle ça aussi j'ai encore pas le mot. Des postulats. Oh, oh, il est venu. Des postulats, oui. Ah, quand même, un mot qui vient naturellement. Bon, bref. Donc des postulats, c'est des postulats. Des postulats, ils portent leur nom, il n'y a rien qui les prouve, mais on s'en sert comme base de travail en disant c'est théorique, d'accord, mais ça nous permet d'aller vers une vérification. Bon. C'est une attitude scientifique. Bon. Donc je dirais que mes croyances sont devenues des postulats. Je ne suis pas à dire je crois en un truc, je suis sûre que c'est vrai. Non, c'est fini ça. Alors peut-être que ça m'arrive encore. Peut-être que là, en disant ça, c'est une croyance ouais, qui est dogmatique. C'est possible. Bon, ben oui, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a une vérité absolue. Hein. Moi, j'arrive pas à croire ça. Je crois qu'il n'y a pas de vérité absolue. Alors peut-être que je me trompe. Bon, pour le moment, je reste sur le postulat qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et je trouve ça très confortable. Voilà. Les croyances, c'est quelque chose de confortable parce que c'est des béquilles. Hein.
Mais bon, après, quand on passe de l'autre côté et qu'on se dit que nos croyances sont pas vérifiables et que du coup, il faut pas rester dogmatisé dessus, stigmatisé, bah, du coup, c'est c'est confortable aussi, quoi. C'est, ça n'a rien à voir en fait avec l'insécurité, ça a à voir avec l'incertitude. L'incertitude, c'est pas gênant. C'est-à-dire qu'on confond beaucoup l'incertitude et l'insécurité. Quand vous êtes dans l'incertitude, pour beaucoup, vous pensez que vous êtes en insécurité. Non, c'est deux choses différentes. Voilà. Mais bon, ça c'est un chemin, quoi. Et il faut. C'est très individuel, quoi. Ça, c'est très personnel, ça se fait de manière très autonome, si possible. Après, on peut être aidé, évidemment, mais si possible, de manière très autonome. Parce que renoncer. Alors, bon, par exemple, moi j'ai évidemment été aidée par monsieur Marc Menou, et puis par plein d'autres après. Moi aussi, je contribue à aider des gens à faire tomber leurs croyances inutiles, mais réellement, c'est quelque chose qui doit se faire de manière autonome. Parce que c'est pas quelqu'un qui va vous mettre par terre une croyance. C'est vous qui allez accepter de la mettre par terre. C'est pas quelqu'un qui va faire pour vous. Bon, voilà, ça c'est dit. Donc, concrètement, comme ça fait une vingtaine d'années que j'ai eu cette première expérience de croyance qui tombe, j'ai voulu aller vers une espèce. J'ai eu une compulsivité pendant longtemps, et je l'ai encore, à vouloir accumuler du savoir. Je ne vais pas dire de la connaissance, parce que c'est pas pareil. J'ai voulu accumuler du savoir, parce que je me suis dit, mon Dieu, mais si tout ce que je crois est faux, il faut que j'aille vérifier tout. Il faut que je connaisse tout ce qui se passe, comment tout marche, tout ça, parce que je veux pas être trompée, je veux pas être illusionnée, je veux pas me faire avoir, quoi. Parce que je m'étais fait avoir, donc je voulais pas que ça recommence. Donc je suis allée me renseigner, me documenter sur plein de sujets. Alors évidemment, je suis, c'est complètement dispersé. J'ai l'impression que j'ai tous mes œufs dans tous les paniers du monde. Enfin bon. Donc il n'y a rien qui est fait vraiment à fond. Bon, je suis Gémeaux, effectivement, ça fait partie aussi du caractère des Gémeaux. Ils sont dans tous les azimuts. Voilà. Mais bon, c'était très compulsif. Ça le reste encore, et je le constate, je l'observe, j'en suis consciente. Donc pas de problème, c'est comme ça, pas de jugement. Et malgré tout, dernièrement, j'ai fini par avoir une certaine lassitude de cette recherche compulsive de l'accumulation de savoir et de vouloir comprendre tout, comment tout fonctionne. Mécanismes sociaux, psychiques, tout ça, l'univers, la matière, tout ça. Enfin bon, comment fonctionne la matière, comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne la société, comment fonctionne la psychologie, tout ça. Enfin, je, je, je veux tout savoir. J'ose le dire. Je veux tout savoir, donc je veux tout savoir, je veux rien que m'échappe. C'est pas possible. Enfin bon, voilà. Donc c'est compulsif, c'est pathologique. Prise de conscience, observation, rien de grave, c'est comme ça. Et dans cette compulsion, j'ai fini par me lasser. Non pas des savoirs eux-mêmes, parce que c'est toujours passionnant. Vous allez dans l'exploration des mécanismes, de comment fonctionne la matière, comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne l'énergie. C'est absolument passionnant, merveilleux, enfin c'est fabuleux, quoi. Bon, donc c'est pas franchement une lassitude de ça. C'est une lassitude plutôt de la peur qui est derrière la compulsion à aller chercher ce savoir. Je me suis peut-être sans doute lassée de ma peur parce que je suis allée la regarder vraiment profondément, et je me suis dit je vais continuer à regarder ma peur à chaque fois qu'elle apparaît. Et pourquoi je me jette dans l'action et je m'y noie. En l'occurrence, moi, c'est l'accumulation de savoir. Et je m'y noie pour compenser cette peur. Enfin, pour pallier, essayer de ne pas avoir peur, quoi. Donc c'est la peur de la peur, en fait. Voilà. La peur d'être trompé, la peur de se tromper soi-même, de ne pas être dans le réalisme. C'est ma plus grande peur, peut-être maintenant, de ne pas être dans la rationalité. Voilà. Et effectivement, j'y mets un point d'honneur à la rationalité, parce que je trouve que c'est l'honnêteté, l'objectivité, tout ça, pour moi, c'est devenu une des valeurs essentielles. J'ai remplacé ces valeurs-là par les anciennes valeurs sociales qui, pour moi, étaient autrefois importantes.
qui était se noyer dans l'action, être productif, beaucoup travailler, beaucoup gagner d'argent, avoir beaucoup de biens, tout ça. Donc tout ça j'ai fait, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai eu beaucoup de biens. Maintenant je suis très emmerdée parce que j'essaie de me débarrasser de mes biens. Alors vous me direz c'est pas compliqué, hein, il suffit de donner. Mais je fais beaucoup, mais vous avez encore des attachements. Voilà, c'est ça qui est difficile. Par exemple, Jésus il disait ça. Donc il avait, comme dans une précédente vidéo j'en ai parlé, il avait nulle part où reposer sa tête. C'était l'illustration de ça. Il possédait rien. Dans Star Wars, le leitmotiv, enfin un des commandements des Jedi, c'est ne rien posséder. De manière effectivement à ne pas être l'esclave de ses possessions. C'est pour ça que je disais à mon fils, la vraie religion c'est celle de Star Wars. Il n'y en a pas d'autre. Je dirais qu'à la limite, George Lucas, qui n'a pas développé d'église ni quoi que ce soit, je pense c'est une des personnes qui a le plus aidé l'humanité, parce que tout le monde aime beaucoup Star Wars, quoi. Donc tout le monde peut être enseigné par Star Wars, parce que dans Star Wars, vous avez les éléments clés de la gestion de l'énergie. Gérer la force. Côté obscur. La force, en fait, elle a le côté obscur, et puis elle a sa complétude. Elle n'a pas un côté lumineux. Le côté obscur de la force fait partie de la force. Parce que le côté obscur, c'est aussi la lumière. Mais déguisée. Bon, bref. Donc dans Star Wars, vous avez tous ces éléments-là. Et je dirais que dans Star Wars, vous avez tout l'enseignement spirituel, universel, qui est gnostique. Vous avez la gnose dans Star Wars, en fait. Donc, à la limite, vous avez besoin de rien d'autre que de regarder Star Wars. Et puis d'aller à la pêche aux éléments qui pourront vous aider à reconnecter avec votre soi. Voilà. Évidemment, il faut de la clairvoyance, il faut du discernement, il faut, quand vous avez trouvé une perle dans Star Wars, il faut bien y réfléchir et voir comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien. Alors, en l'occurrence, l'illusion de l'action. Il y a une mouche qui vient me visiter. De la compagnie. Et oui, mais là aussi, il y a la particule. Alors, le bouddhisme, comme beaucoup de religions, ont pour précepte de ne pas tuer les petites bêtes. Moi, je tue les moustiques. Je l'avoue. Je tue aussi les araignées. Pas ça du tout. J'aime pas les bestioles qui piquent. Alors, les mouches, ça va encore parce que normalement, ça pique pas. Bon, voilà. C'est pas très agressif. Elle est gentille, elle est calme. Bon, à la limite, on pourrait lui parler. Je pense que ça l'énerverait pas. Bref. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc l'illusion de l'action. Donc je me suis lassée de plein de choses, d'aller à la recherche du savoir. Je le fais encore, hein, bien sûr, parce que j'ai le plaisir à ça. Mais j'ai de moins en moins de compulsion. Et je le ressens. Ça, je suis super contente. C'est une belle victoire. Il n'y a rien d'acquis, attention, parce que la compulsion est toujours là. Je la sais, je la vois, je la connais. Mais malgré tout, je vois qu'elle se calme. Et ça fait du bien. Ça se calme, c'est trop bien. Voilà. Et donc, malgré tout, donc j'ai lâché un petit peu avec la recherche. Parce que je fais beaucoup, beaucoup de recherches. Appliquées, bien sûr, parce qu'après, je fais de la recherche appliquée. Donc j'ai lâché un peu avec la recherche. Et comme la nature a horreur du vide, je me suis retrouvée un petit peu... voilà. Bon, mis à part que je continue les consultations, etc. À m'occuper de mes enfants, de ma famille, mon ménage, enfin, des choses, je dirais, basiques, essentielles. Malgré tout, j'avais pas un moteur, quoi. Et ça faisait quand même un vide. Donc je me suis trouvé une compensation. Je me suis relancée dans les travaux de ma maison. Et je me suis observée, effectivement, à être en compulsion là-dedans. Et donc j'ai pu observer, à un moment où c'est en train de se passer, la compulsion à l'œuvre. Et moi en train d'agir dans cette compulsion. Toujours avec un conditionnement du regard d'autrui, les voisins, ceci, cela. Et donc j'ai pu regarder aussi, observer mon désir et une certaine réussite à gérer l'énergie. C'est-à-dire que, bon, avec l'âge, j'ai aussi beaucoup moins d'énergie. Alors ça correspond parce que dans les années où j'étais très compulsive à me noyer dans l'action, mais à l'action générée par la peur de l'exclusion sociale,
Donc, besoin de reconnaissance, d'intégration par le regard d'autrui. Vous êtes dans un productivisme, vous faites beaucoup d'heures, vous faites beaucoup d'argent et vous avez beaucoup de biens. Voilà. C'est, en gros, on va résumer comme ça. Bon, c'est ça, on voit la réussite sociale. la, bref, la réussite sociale se mesure, enfin votre réussite se mesure à votre réussite sociale, c'est-à-dire à votre à l'ostensibilité de vos biens, quoi, enfin de ce que vous pouvez montrer et que vous possédez, pour justifier votre valeur sociale. Voilà. On va résumer ça comme ça, avant pas trop rentrer dans les détails. Cette mouche est très casse-pied. Bref. Ça va finir par être très casse-pied et par m'énerver. J'aime pas être énervée par des choses casse-pied. Voilà. Bref. Donc j'ai pu observer que en allant avec l'âge et avec de plus en plus de conscience, donc je me lançais moins dans l'action pour faire de l'argent. J'ai régressé là-dedans, j'ai involué là-dedans. Donc je fais moins d'argent, donc j'ai moins de biens, j'ai moins de choses à montrer, comme quoi j'ai une place sociale enviable. Mais je me sens de mieux en mieux parce que je vais plus vers l'intériorité, vers le savoir intérieur, vers le lien avec le soi et vers l'enseignement du soi. Donc c'est même pas comparable avec l'intégration sociale et le statut social, quoi. C'est une statue, le statut social. C'est statique. Voilà, oui, statique. Normalement, c'est un truc qui bouge pas, hein, statique. J'ai toujours eu du mal avec le mot statique. Parce que l'électricité statique, bon, peu importe, on va pas s'éloigner du sujet. Donc, de moins en moins d'actions pour aller vers une preuve sociale. Et de plus en plus d'actions pour aller vers un savoir intérieur, pour me reconnecter avec le soi et recevoir son enseignement. Voilà. Et donc ça, c'est devenu de plus en plus prégnant dans ma vie. Donc, évidemment, j'ai un statut social qui est moins enviable. D'où le regard des autres qui est assez spécial par rapport à ma façon de vivre et mon fonctionnement. Et donc, la gestion énergétique, en allant de moins en moins vers une action pour produire de l'argent, donc je fournis forcément moins de travail visible et moins d'argent qui est produit par un travail visible, des heures, une place dans une boîte, etc. Vous prenez votre voiture pour aller au travail, ça rassure les voisins, enfin bon, ce genre de trucs. Hein. Mais c'est que c'est ça. C'est que vous avez les voisins qui viennent vous voir et vous disent ah, mais votre voiture est toujours chez vous. Ben oui, je travaille chez moi, au téléphone, je reçois des gens à la maison, des consultations, voilà. Mais c'est quoi aussi, c'est quoi votre travail bizarre là, voilà. Bon, c'est très dérangeant. Très dérangeant. Voilà. Bon, peu importe. J'ai fini par m'y habituer, même si c'est très inconfortable quand même. Bon. Et donc cette diminution de consommation énergétique m'a permis de correspondre au fait que, ayant énormément dépensé d'énergie physique pour aller dans un productivisme d'apparence, de paraître, voilà, l'action pour paraître, donc la réaction face à la peur de l'exclusion sociale, a épuisé mon corps. Et maintenant, quand là je me suis remise à des travaux physiques, je peux constater effectivement que je n'ai plus l'énergie que j'avais autrefois qui était considérable. Et je pensais que c'était inépuisable. Donc là, je peux prendre vraiment une mesure précise de ce que c'est que de gérer l'énergie. Alors, quand je me lance dans des travaux physiques, j'ai un objectif. Alors, il y a une expression qui est c'est fait en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Voilà. Et bien, dans les travaux d'une maison, de rénovation, c'est plus rapide de dire je vais faire ça que de le faire. Bon, ça c'est, on peut vous dire, c'est très concret, quoi. Voilà. Parce que moi j'ai des fantasmes de réalisation qui sont formidables, mais il me faut des jours et des jours pour d'énergie et de dépenses vraiment et concrètes pour atteindre l'objectif. Et quelquefois je suis obligée de revoir la copie à la baisse, comme on dit, et me dire il faut que je me repose parce que je vais canner, quoi. Enfin voilà, faut être raisonnable, quoi. Et du coup, je me dis, ouais, mais bon, les voisins, ils m'ont vu en train de mettre ça en route, je vais le laisser en plan, qu'est-ce qu'ils vont dire?
Et j'observe ça dans mon petit discours mental, parce que l'ego est toujours en train de dire, mais que vont penser les autres si tu fais ci, tu fais ça, machin. Donc, c'est comme ça s'observe, on en prend conscience et on l'observe, pas de jugement. C'est pas grave, voilà. Et donc, si vous voulez bien gérer l'énergie, alors quand vous en avez beaucoup, évidemment, on ne peut pas vous imaginer qu'il faut gérer l'énergie. Moi, c'est vrai que maintenant, je constate qu'il faut gérer l'énergie parce que j'en ai beaucoup moins, très très peu, comme par rapport à ce que j'avais avant, où j'avais énormément d'énergie. Donc maintenant, je me dis que l'énergie que j'ai intérêt à en prendre soin et à bien la doser pour la placer dans des actions et avec une optimisation de l'action de manière à avoir une dépense énergétique moindre. Voilà. Donc je dois rationner en fait mes actions et les espacer de manière si possible intelligente, de manière à ne pas épuiser mon corps quand je veux réaliser un objectif. C'est une illustration concrète de la gestion énergétique, et là on parle d'illusion de l'action physique, pour un but abstrait qui est l'apparence, la valorisation de l'image de soi. Bien sûr, c'est un but abstrait, ça n'a rien de concret, ça. Mais, ce qui est concret, c'est la peur physique qu'on a de mourir. Et donc, on doit se faire une place dans la société pour qu'elle nous fournisse protection, confort, etc., pour que le petit corps soit bien dans son cocon, etc. Bon, voilà. Et, mais ici, on a un cas concret de gestion de l'énergie, mais c'est pareil dans l'abstrait. Étant donné que même si vous ne faites pas une action qui se voit, où le voisin peut dire effectivement, elle a donné un coup de marteau, machin, ça c'est une action concrète, enfin, si on veut. Après, dans l'abstrait qui est aussi concret, quand vous travaillez sur des choses psychiques, et notamment les 82% d'erreurs, c'est un travail psychique, c'est-à-dire que c'est une dépense énergétique psychique qui, qui peut sembler abstraite parce qu'on ne la voit pas, mais elle est très concrète. Et je dirais que c'est surtout là qu'on perd le plus d'énergie. C'est pas tellement dans les actions physiques qu'on va mettre en place pour gagner de l'argent, pour assurer sa survie, tout ça, qu'on va dépenser le plus d'énergie et qu'on va se rendre le plus malade. Bien au contraire, parce que l'action physique c'est quelque chose de très sain. C'est plutôt dans la dépense mentale, psychique, qu'on va brûler le plus d'énergie inutilement. Donc, si je vous ai parlé d'un cas concret physique de gestion de l'énergie, c'est pour vous expliquer que on a à faire la même chose avec les pensées. C'est-à-dire qu'on a à rationaliser notre production de pensée, qui est comme un coup de marteau physique. Chaque fois que vous avez une pensée, vous avez une dépense énergétique qui est de la même nature au niveau calorique que quand vous donnez un coup de marteau. Voilà, c'est une illustration. Donc c'est important de comprendre que notre énergie psychique, qui est dépensée à 82% de manière inutile, donc mauvaise gestion, et en plus, comme c'est dépensé non seulement inutile, mais en plus qui provoque une production de cortisol, donc de poison dans le corps, vous imaginez le double impact physique que vous donnez à votre corps. C'est-à-dire consommation d'énergie inutile et production d'un poison mortel. Le cortisol à forte dose est mortel. Voilà. C'est alors évidemment on ne vous le dit pas, mais c'est la principale cause de la plupart des maladies. Voilà. On ne parlera pas forcément des maladies génétiques, parce que ça c'est des maladies qui sont dues à des programmes dans les gènes. Donc ça n'a rien à voir avec la production neuronale, quoique ça peut avoir avec la production neuronale qui a été transmise par la généalogie. Voilà. Allez voir les travaux de Chantal Rialan, qui vous en parle bien. Il y a d'autres généalogistes, psychogénéalogistes qui vous l'expliqueront très bien aussi. Chantal Rialan est quelqu'un d'exceptionnel qui peut vous expliquer ça, même en consultation. Elle donne des consultations sur la psychogénéalogie. Vraiment, je vous la recommande. Donc ça, c'est quelque chose aussi dont on peut tenir compte pour aussi déculpabiliser sur ses propres difficultés à gérer son énergie et sur les problématiques énergétiques. Mais après, ça c'est du domaine, c'est psycho-énergétique, la psychogénéalogie, c'est psycho-énergétique. Donc, allez voir des énergéticiens, de bons énergéticiens et des psychogénéalogistes pour pouvoir comprendre ces deux aspects-là énergétiques. Et après, allez voir des personnes qui vous aident à gérer vos pensées. C'est vraiment trois aspects. C'est-à-dire
l'héritage génétique que l'on reçoit au niveau énergétique, c'est un héritage, vraiment, on l'a dans les cellules. Donc ça, c'est la psychogénéalogie. Ensuite, la dépense, je sais plus où j'en suis. Je crois que je suis fatiguée, donc je vais peut-être là. Vous voyez, c'est de la gestion d'énergie. Donc, je vais pas poursuivre parce que du coup, ça va me demander beaucoup d'énergie de retrouver le cours de ma pensée, parce qu'en plus, j'ai cette mouche qui me déconcentre. Donc ça aussi, c'est de la gestion énergétique. C'est faire avec les circonstances de la vie, les choses qui nous emmerdent. Qu'est-ce qu'il y en a des trucs qui nous emmerdent. Voilà. Donc c'est une belle illustration aussi de cette mouche là qui tourne autour, parce qu'on est constamment assailli par ce genre de choses dans la vie. Les gens peuvent se comporter comme des mouches aussi, nous vampiriser comme ça. Porte-moi de l'attention, porte-moi de l'attention. En fait, le vampirisme des gens, c'est ça. Fais attention à moi, s'il te plaît. Et la mouche, un peu, j'ai l'impression que elle me fait ça depuis tout à l'heure. Fais attention à moi, quoi. Et puis, elle est têtue là-dessus. On sait être très têtu aussi dans le vampirisme. Il faut se protéger aussi des gens, les repérer quand ils sont excessivement vampires. On est tous vampires, puisque comme je vous disais aussi, on est tous des manipulateurs. Donc il faut se protéger des vampires. Ça fait bizarre de dire ça. Le vampirisme énergétique. Ah, il y a un bouquin qui est super qui s'appelle La prophétie des Andes. Alors, il ne faut pas se focaliser sur le terme prophétie, ça n'a rien de dogmatique. Le bouquin est vraiment bien foutu. En plus, c'est un roman initiatique, donc c'est assez passionnant à lire, c'est intéressant. Par contre, il est quand même basiquement essentiel au niveau de l'enseignement dans la gestion de l'énergie. Parce qu'il explique les phénomènes psychosociaux de consommation d'énergie entre les êtres dans la relation. Donc je vous recommande La prophétie des Andes pour comprendre les mécanismes de la relation et de la consommation d'énergie dans la relation. C'est passionnant aussi ça, ce sujet-là. C'est un bouquin qui explique très 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 bien la chose. Voilà, et ben, je me suis pourtant fixé comme objectif le quart d'heure, donc gestion énergétique très mauvaise ici. Bon, pas de jugement, mais on constate que le résultat n'est pas là. J'ai pas fait un quart d'heure, je suis quasiment à 30 minutes, 27 minutes, donc ça va mettre une éternité à charger sur YouTube. Donc de l'énergie, ça aussi, impact écologique. Cette mouche. Bonne soirée à tous, bon week-end. J'en ai fini pour le week-end, je pense. À moins qu'il y ait quelque chose qui porte, qui force à la porte et qui dise je veux sortir. Moi, personnellement, en tant que moi, j'en ai marre. Je pense que je vous en ai donné beaucoup aujourd'hui. Donc, au niveau de la gestion de l'énergie, pour moi, c'est suffisant. Voilà. Après, si quelque chose pousse à la porte et que j'ai retrouvé un peu d'énergie, éventuellement, je partagerai avec vous. Bye bye.